Alors Michel, est-ce que vous pouvez me citer un de vos défauts que vous avez dû corriger dans votre prise de parole en public, dans votre façon de parler? Beaucoup de défauts. De mémoire, peut-être Le plus gros. un. Oui, le fait de parler lentement. J'ai pris l'habitude à un moment donné de parler très lentement pour pouvoir… Trop lentement. Peut-être trop lentement, pour pouvoir être sûr de ne pas dire de bêtises. Et en fait, j'ai appris à être plus naturel. Et aujourd'hui, vous luttez encore pour rectifier ça? Le trac me fait parler très lentement. D'accord. C'est un peu paradoxal. C'est bizarre. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, je reçois l'immense, l'excellent Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris et de l'échappée volée qui est devenu BOMA depuis quelques jours. Alors, c'est quoi ça, BOMA? Pourquoi est-ce qu'on a changé BOMA, c'est désormais un réseau international qui regroupe des acteurs en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique du Sud, qui organisent des événements, créent des expériences pour pouvoir aider ceux qui ont envie à être acteurs de la transformation du monde. L'échappée volée, c'était uniquement français donc? C'était franco-français, oui. Voilà, donc là, je viens de me rendre compte de votre défaut de parler lentement. Maintenant, je pense qu'à ça, c'est terrible. D'où est-ce que vient votre passion justement pour le verbe, pour le storytelling, pour toutes ces… Ça vient de ma rencontre avec TED. TED qui a été un vrai choc pour moi, une claque extraordinaire dans les années 2005, 2006, 2007. Aux États-Unis, donc? Aux États-Unis. Okay. Première conférence TED. Et puis cette chance, à un moment donné, d'être au bon endroit, au bon moment et de proposer à TED d'importer le concept en Europe. Donc vous habitiez là-bas? Non. J'habitais pas du tout aux États-Unis. Ouais. Je participais aux conférences TED depuis quelques années. J'étais totalement fan de ces conférences. Je faisais partie de cette communauté. Et puis j'ai eu cette opportunité de proposer à TED d'importer le concept en Europe, ce qu'ils ont accepté au moment, quasiment la semaine où ils ont lancé leur programme TEDx, qui permettait à quiconque d'organiser des conférences TED. Localement. Et donc le premier TEDx Paris, c'était quand? 2009, mai 2009, le 28 mai 2009. Donc depuis 2009, combien de spectateurs en moyenne On était 100 la première année, ouais. Premier événement. Aujourd'hui, dans notre communauté, on est à peu près 160 000 personnes. Et chaque année, sur TEDx Paris, on regroupe à peu près 3000 spectateurs. D'accord. Alors comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous définiriez votre métier, votre intitulé de poste, pour parler un peu comme un RH? Alors, je pense que c'est très difficile de coller une étiquette, mais si je devais utiliser 3 mots, ce serait d'explorer, de découvrir et de transmettre. Avec mon équipe, on explore en permanence tout un champ de compétences, des personnalités différentes qui ont quelque chose d'original, de particulier à proposer sur une scène. On travaille avec eux, on les prépare à la prise de parole et on organise ces moments de rencontre avec notre communauté. Alors vous venez de publier un livre chez Larousse qui s'appelle « Les secrets des meilleurs orateurs ». Oui. Alors en une minute, si vous deviez me pitcher, donnez-moi les clés justement. Eh bien, c'est après quasiment 10 ans, avoir travaillé sur les scènes de TEDx, à préparer ces différents orateurs, j'en ai déduit une méthodologie qui permet de se préparer pour la prise de parole en public. C'est valable pour tout le monde, et particulièrement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler sur scène. Donc, les quelques règles, la première règle extrêmement importante, c'est de se dire que personne n'a le gène, personne n'a le don pour parler en public. C'est pas inné, ça n'existe pas. Ça se travaille. Et donc, une des règles de base, c'est qu'on ne monte jamais sur une scène avant d'avoir préparé au moins 3 fois et répété 3 fois son intervention. Ça, c'est la première des règles. Ouais. Ensuite, évidemment, si on rentre un peu plus dans le détail, toujours connaître sa première phrase par cœur et sa dernière phrase par cœur. Et enfin, entre les deux, on laisse un peu de place à la spontanéité. Alors, c'est très important de laisser de la place à la spontanéité, puisque sinon, ça fait discours répété, poésie apprise par cœur. Non, ce qui est important, c'est de connaître les points de passage de son discours et laisser effectivement quelques places à l'improvisation, si c'est possible. Parfois, ça ne l'est pas, parce qu'on est trop stressé. Mais ce qui est absolument clé, c'est de se rappeler que ce qui attire l'attention, c'est l'histoire. C'est de rappeler que finalement ce sont les émotions qui permettent de créer la curiosité. Et donc si vous avez quelque chose à raconter, essayez de raconter une histoire. Donc vous par exemple, quand vous prenez la parole en public, il y a quel pourcentage, disons, de spontanéité et de choses prévues? Je pense que ça dépend des gens. Si vous parlez de moi en particulier ou de manière générale. De manière générale, je pense que ça dépend de l'habitude que les intervenants ont de parler sur une scène. Sinon, pas l'habitude, évidemment la spontanéité sera moins présente parce que le stress, le trac sera là. S'ils ont beaucoup l'habitude,
effectivement, d'abord, ils auront une structure claire en tête, probablement parce qu'ils ont déjà donné cette intervention devant quelqu'un, devant une audience, et puis surtout parce qu'ils prennent du plaisir à cela. Et donc la spontanéité, elle vient aussi par le plaisir. Alors, est-ce qu'un orateur, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait rien d'inné dans la prise de parole, est-ce qu'un orateur médiocre peut, in fine, devenir un orateur excellent? Alors, le contraire est souvent arrivé. D'excellents orateurs qui deviennent médiocres. Qui deviennent médiocres parce qu'ils n'ont pas préparé, parce qu'ils ne se sont pas mis dans les conditions, parce que parfois aussi ils ne se rendent pas compte de l'audience à qui ils s'adressent. Autrement dit, il faut adapter son discours à son audience. Sinon, on passe à côté du discours, du message que l'on veut passer. Non, pour pouvoir correctement s'adresser à un public, le plus important, c'est effectivement de connaître aussi son message. Autrement dit, quelle idée vous voulez imprimer dans la tête de votre audience. C'est souvent une seule phrase, hein, pas plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on conseille, souvent la phrase de conclusion. Le meilleur orateur du monde ou la meilleure oratrice du monde selon vous? Un seul, sinon on va y passer. Il y en a beaucoup, mais on pourrait citer peut-être parmi les orateurs de TED, Ken Robinson, sur le thème de l'éducation, qui est intervenu à plusieurs reprises et qui est un orateur fabuleux parce qu'on a systématiquement l'impression qu'il improvise. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et un Français, peut-être? Un Français, un orateur français? Ouais. Quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'il est passé à plusieurs reprises sur notre scène et avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est devenu un excellent orateur, c'est Laurent Alexandre. Ouais. Monsieur IA. Monsieur IA, qui manie très bien les émotions, la peur, la surprise, pour pouvoir attirer la curiosité de l'audience et qui sait marteler les messages. Merci Michel. Merci Quentin.